faut l'enfermer. C'est pas possible, pas possible. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast NBA Extra, le premier des Finals NBA quelques heures après le dénouement du Game 1 entre Boston et Dallas au TD Garden. Pour revenir sur cette rencontre riche en enseignements, je suis accompagné aujourd'hui de Chris Singleton Bien. et Fred Weiss. Bien, bonjour. Bien, pour une première Pourtant, du coup. Ouais, du premier coup. Pourtant, j'aime bien Weiss, moi. Weiss, Ouais, mais non. Non, bon. j'ai demandé, c'est bien Fred Weiss, comme ça tout le monde Exactement, le sait. c'est parfait. Bon, donc les Celtics ont gagné en patron le premier duel face aux Mavericks ce jeudi soir. Une victoire de 18 points, 107-89, sans aucune discussion possible. Les hommes de Joe Mazzulla ont même mené de 27 points en première mi-temps. Qui veut donner son avis en premier ? Allez, Fred, pour ta première, justement. Mon avis, c'est que c'est assez simple. Il y a une équipe qui est rentrée dans le match directement, qui a appliqué exactement ce qu'il voulait faire, qui a été très à droite, qui a eu un facteur X nommé Porzingis, surtout en première mi-temps, qui leur a permis d'être largement devant. Défensivement, ils ont été dans le coup, alors que de l'autre côté, ça a peiné beaucoup à marquer des paniers. Donc forcément, il y a un écart énorme qui s'est creusé, notamment à la fin du premier quart-temps. Donc après, ils ont couru après le score, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça a été très compliqué. Ouais, on a eu une équipe de Boston bien frais, parce qu'ils ont eu beaucoup de repos. Ça pouvait aller dans les deux sens. Les gens qui disent que ouais, c'est trop long, machin. Non, pas du tout. Je pense que Boston a montré, et ça, c'était une grosse claque pour beaucoup de monde, parce que tout le monde a dit, ils sont là, leur chemin était facile, ils ont joué contre des équipes qui avaient des blessés, et boum. Donc là, on est en finale NBA. Ils ont montré dans tous les secteurs de jeu une maîtrise, que ce soit, on parle beaucoup de l'attaque, mais défensivement, ils étaient bien au point. On a vu beaucoup de choses que Dallas aime bien faire, qu'ils n'ont pas pu faire. Les fameuses alley-oop avec Gafford et Lively, on a vu très peu, où ils étaient contestés. Donc, oui. Puis offensivement, c'est une démonstration. Évidemment, c'est une équipe qui shoot énormément à 3 points. Ils ont eu l'adresse au début. Il n'y a que le début de troisième quart-temps qui était un peu, si ça pouvait tourner, c'est à ce moment-là. Et là, on a vu quelque chose de Boston qu'on n'a pas vu dans les finales l'année dernière. Parce que je pense que l'année dernière, ils auraient eu beaucoup plus de difficultés Finale que de ça. conf ou finale Non, le finale NBA. il y a 2 ans, du coup. Voilà, des fois, ils perdaient pied, ils avaient des avances, et ils perdaient pied. Ben là, on a vu une équipe avec beaucoup de maturité. Et de confiance, je suis d'accord avec et toi. Et confiance, Ouais, voilà. ouais, c'est clair. Et ils ont tellement de solutions offensivement. Ils ont 5-6 joueurs sur le terrain qui peuvent mettre 25-30 points, mais que ça joue juste. Non, mais parce que ça joue juste, et ça joue. Et probablement, le joueur offensif qu'on a vu un petit peu le moins, c'est Tatum. Oui. Donc ça prouve qu'il y a un changement dans cette équipe. Qu'est-ce que ce premier carton, il est quand même assez significatif et c'est l'adresse à 3 points vraiment qu'on doit garder quand même. C'est l'adresse à 3 points, mais pas que, parce que défensivement, Chris l'a dit, défensivement, ils ont été parfaits. Ils ont presque 20 points sur le premier quart-temps. C'est-à-dire que directement, ils sont rentrés en place, ils étaient frais physiquement, ils ont défendu, ils ont montré une maturité, effectivement, défensive aussi. Et effectivement, quand Porzingis est rentré sur le terrain, ça a éclairé encore plus le jeu, parce que défensivement, il a été vraiment fort. Et offensivement, il a commencé à mettre des gros shoots, il a écarté le jeu, il a créé de l'espace pour tout le monde. Et concrètement, ils perdent le match sur le premier quart-temps, les Mavs. Parce qu'après, tu fais que courir après le score. Et si tu regardes les résultats des autres cartons, c'est quasiment à égalité. Donc ça se joue. Sauf que déjà, tu prends 17 sur le premier carton, quasiment impossible. Contre une équipe, encore une fois, mature, comme l'a expliqué Chris, tu reviens jamais. Jamais. Ouais. Et puis, côté de Dallas, il y a beaucoup trop d'absents. Lively, Gafford ne pèsent pas. Et on pensait que c'était la différence entre les équipes de Dallas avant et maintenant. Mais Lively a bien montré qu'il a le droit d'être un rookie. Parce qu'il était en difficulté, mais tout au long du match. Gafford était submergé un peu, parce que Boston, ils ont des ailiers et des arrières très costauds, très forts. Donc, ils y vont au cercle, ils n'ont pas peur. Et puis, Kyrie Irving, complètement absent, coupé du jeu. Et c'est la première fois depuis très longtemps que je vois une équipe comme Dallas, qu'on a vanté, une équipe en attaque, un des meilleurs backcourts, ceci, cela, 8 passes décisives. C'est impossible 9. En 48 minutes. 9. Excuse me. Non, en fait, il dit 8 passes décisives et Luka Doncic,
une seule. Voilà, c'est pour ça à c'est 9. vrai. En fait, laisse qu'il explique un peu. Chris, ne le non, coupe mais pas. il m'a coupé. Il a coupé. Moi, je savais que c'est ce qu'il voulait expliquer, justement. Ah oui. Pour mettre en avant le fait que Luka Doncic n'a pas pesé oui. sur le match comme il a l'habitude de le faire. Alors oui, il met 30 points parce qu'il est extraordinaire et qu'en début de troisième quart-temps, c'est lui qui fait la différence. Sauf qu'à un moment, il n'a pas été capable de trouver ses coéquipiers, de les mettre en confiance d'une part, mais eux, ils n'ont pas été capables de marquer non plus parce que je crois qu'ils sont à 25% de réussite à 3 points ou quelque chose comme ça. Donc concrètement, il a été coupé du jeu, ils ont fait exactement le taf qu'il fallait et une passe décisive pour Luka Doncic, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Hein. Ah Jamais. ouais, puis, c'est jamais. Hein. C'est le plus petit. Une des total grandes forces en playoff pour lui. de Boston défensivement, c'est que il peut changer sur tous les écrans. Ils ont des joueurs grands, costauds, qui peuvent contester. C'est pour ça, Kyrie Irving, je me souviens peut-être 1 ou 2 shoots qu'il a eu qui n'étaient pas contestés. Sinon, il y avait main dans le visage et des grands mains, parce qu'ils sont grands, Jaylen Brown, Tatum, White, voilà, Holiday, c'est des... Moi, je m'en souviens un seul. C'est Voilà, quand Porzingis c'est tout, voilà. rentre Oui. et que là, sur le drop, il se parle pas bien et on voit un shoot ouvert de Kyrie Irving. Mais c'est tout à peu Et près. un au retour de Ouais, la je veux dire, mi-temps. c'est vraiment Oui, très, oui. très ponctuel, Ouais. avec parcimonie. Oui, Quoi. oui. Pour revenir juste sur tu disais ça change sur les écrans. Pourtant, Doncic a expliqué que justement ça changeait moins que d'habitude par rapport à Minnesota ou les défenses qu'ils ont eues avant. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même le nombre d'alley-oop qu'on a vu normalement et qu'il n'y a pas eu du côté de Dallas. On parlait de Lively et de Gafford qui n'ont presque pas pesé offensivement. Et cette seule passe décisive, c'est quoi c'est forcément la défense de Boston qui a joué là-dedans. Est-ce que c'est justement qu'il n'y a pas eu de changement ou que le deuxième rideau derrière, ça... C'est-à-dire, c'était pas systématique. Boston a défendu en carré. Tout simplement, sur le côté fort, il y avait les positions d'aide juste derrière. Mais ce que Boston a fait, ce que Dallas n'a pas fait, c'est bien défendre sur le ballon. C'est-à-dire ne pas perdre les duels rapidement. Et puis, ils ont fait le choix, effectivement, sur Doncic, de ne pas trop s'exposer vis-à-vis de lui. Couper les passes décisives, ce qu'ils ont fait, en sorte. Doncic, il met 30 points, mais il n'y a pas d'autre effet sur le jeu. Donc, défensivement, c'était bien carré. Ils ont bien enlevé les drives rapides et surtout cette capacité. Ils ont étouffé une fois qu'il était dans le racket. Et là, quand il était à l'extérieur, ils ne sont pas exposés. Porzingis qui a beaucoup joué en drop aussi. Hein. C'est-à-dire que lui, il switchait pas, il était dans le carré et tout le monde l'aidait. Et comme c'est des athlètes, les joueurs de Boston, les close-out étaient faits ultra rapidement. Donc, tu marques pas à 3 points, donc tu peux pas sanctionner. Les close-out sont faits, donc tu peux plus pénétrer. Et finalement, avant ton action principale, elle est stoppée parce que Porzingis, il est en face de Doncic et il le dérange. Donc, à faire même faute, des fois. Oui, pas de panier facile. Voilà, c'est final, ça. Mais ça, on l'a pas vu avant. Pas de montrer trop tôt, ce qui en fait, quand tu cherches des solutions, tu dis pourquoi, qui a coupé le jeu dans l'axe de Lively et Gafford. Donc ils ont edgé un peu, mais ils n'ont pas laissé les roulements vers le cercle seul, où ils étaient bumpés extrêmement bien, où ils n'ont pas pu développer ce part de jeu. Comme Denver, c'est une partie essentielle de leur jeu. Ça crée beaucoup de choses, ça crée des shoots dans le coin, parce que si tu peux donner le ballon au milieu, forcément, il faut que ça ferme. Donc, ils ont vraiment contrôlé les deux situations de jeu chez Dallas qui fait mal à tout le monde. Ils ont vraiment bien ciblé et pour l'instant, ça marche. Pour Zingis, on a parlé de lui en défense, en attaque aussi, hein, juste pour le rappeler, il n'avait pas joué depuis le 29 avril quand même, ça faisait plus d'1 mois. C'était aussi la deuxième fois de sa carrière qu'il débutait en tant que remplaçant. Sur 400... C'est une anecdote, ça. Oui. Vraiment, concrètement. C'est juste pour poser ma question ensuite. En fait, c'est un stat. Moi, j'aime pas ça, en plus. Tu l'avais pas dans tes... Si, je l'avais, bien sûr. Tu l'avais ? Mais évidemment. Et moi, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que Joe Mazzulla a intérêt de continuer à l'utiliser en sortie de banc ou est-ce qu'on devrait quand même... Là, il a joué que 21 minutes. Hein. Il est rentré au bout de la 4e minute de jeu, je crois. Oui, mais il n'est pas sur restriction de minutes du tout. Moi, je pense que c'est très bien de faire comme ça parce qu'il y avait une énorme pression de son retour. On l'a vu quand il est rentré sur le terrain. Il était acclamé de partout. Ça, quand même, on lui a laissé regarder un peu.
on l'a remis dans le bain tout de suite. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a amené le jeu vers lui. Et puis, Dallas, contrairement à ce qu'on est en train de dire avec Boston, a changé tous les écrans. Donc, il se trouvait souvent avec un joueur beaucoup plus petit que lui. Il fait 2,21 m quand même. Et puis, quand il lève les bras, il fait 2,80 m. Donc, et puis, elle a mis ses premiers shoots, ce qui était important, au-delà de son impact défensif. Ça, c'est toujours bien aussi. Donc, mais je pense que quelque part, tu ne laisses pas un joueur comme KP sur le banc. Moi, je pense le contraire. Bon, c'est bien de visiter, Fred. See you later. On aime bien les débats. En fait, moi, je pense que... Alors, il y a une version qui est celle-là, évidemment, mais moi, l'autre version, c'est de se dire que tu as un mec qui sort du banc, qui directement peut être hyper important. Et c'est vrai que le banc de Boston, on l'a vu, c'est quand même un peu limité parfois. Donc tu te dis, Horford, il va te faire le travail au début. Justement, ça laissera à Porzingis le temps de voir ce qui se passe, de voir comment évoluer. Alors je dis pas que c'est ce que va faire Mazzulla. Et c'est pour ça que toi, tu as été coach et pas moi. Mais moi, c'est ce que je tenterai. Moi, je tenterai de continuer la même chose. 2, là. Ah non, mais je vais te dire, je suis absolument pas d'accord. Tu peux pas savoir à quel point. À ce point-là. Parce que Dallas, ils vont adapter, ils vont ajuster. Tu as intérêt à mettre ton meilleure équipe sur le terrain dès le début. Et mon avis, Boston, son meilleure équipe, c'est avec Porzingis, avec Al Horford qui sort de votre banc, avec toute son expérience, toute son maîtrise, en 6e homme. Mais moi, je pense le contraire. Bah oui. Parce que je me dis que c'est à la fin que tu dois être le meilleur, c'est pas au début. Et ça déroute un peu aussi. Et ça te déroute un petit peu. Et c'est surtout qu'il peut jouer qu'une minute ou deux, Horford. Tu vois comment il est naïf. J'ai pas pris position, Chris. Mais est-ce qu'il a vraiment regardé le match À la fin, ils ont pris 20 points en 7 minutes. Oui, mais regarde le dernier carton. Oui, mais à la fin, il s'est rien passé. Pardon ? C'est le 3e carton qui était hyper carton, important. Oui, on n'en a pas trop parlé. Début de match hyper important. Oui, quand tu as un matelas de de 27 points. Je suis d'accord. Oui, mais c'est vraiment quand Porzingis est ça rentré te qu'ils permet ont dans le fait l'écart, 3e de ne pas paniquer, de ne pas de gérer. Ils sont revenus, mais ils avaient un tel matelas grâce au début de match. Oui, le début de match où Horford était sur le terrain. Donc j'enlève le truc, il faut être mieux fort à la fin. Non, mais ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Finir avec Porzingis, ça peut-être. Bien sûr. Ça, c'est même pour moi une évidence. Mais par contre, débuter, je trouve que ça se réfléchit. Je comprends tout à fait ce point de vue-là, sauf que Porzingis, ça a peut-être été fort, justement, parce qu'il a eu le temps de regarder ce qui se passait, et t'as un joueur de ce calibre qui rentre au bout de 5-6 minutes. Quel luxe! Quel luxe! C'est un luxe que tu peux pas continuer à exploiter, parce que Dallas va changer les choses. Et t'as intérêt à avoir ton meilleur, peut-être un de tes meilleurs défenseurs. Alors Ford, il défend bien sur le ballon par terre. C'est pas un joueur qui défend dans les airs. Donc Porzingis, il t'enlève tout ça. Donc moi, je veux mon meilleur défenseur intérieur sur le terrain début de match. Je l'entends. Je pense que tu te trompes et je l'entends. Bien sûr. C'est un bon débat. Et moi, je sais que tu te trompes, donc ça va. Toi, tu y penses. Moi, je pense. Et encore. C'est un bon débat. On laissera les gens aussi commenter. Donnez votre avis. Bien sûr. Et on regardera tout ça. On a parlé de Mazzulla, du coup, qu'est-ce qu'il fera de Porzingis. En tout cas, c'est un vrai game changer, Porzingis, et ça va être intéressant pour la suite. Du côté de Jason Kidd, là, qu'est-ce qu'il faut tout de suite changer pour vous dans le prochain match? Là, il est en train de interroger un petit peu qui jouait. Parce que là, on a vu Hardy un peu, on a vu Hardaway qu'on n'avait pas vu. Il a manqué ce joueur. Il manque un 3e attaquant fiable, ou trouver 2 fiables. Mais hier, encore une fois, il y avait Doncic, et autour de lui, offensivement, c'était pauvre. Et comme ils n'ont pas développé un jeu collectif, Doncic a monopolisé le ballon tout le temps. Les autres joueurs, ils ne sont pas exprimés. De temps en temps, ils ont envoyé un shoot à 3 points. On n'a pas vu le Derrick Jones qu'on connaît, le PJ Washington qu'on connaît. On ne l'a pas vu. Ah non. Donc, à partir de là, sans ces 2 éléments, offensivement inclus dans l'attaque, ça va être très compliqué. Donc, Jason Kidd, son travail, ça va être ça. Et le travail de Joe Mazzulla, où je dis bravo, parce qu'effectivement, il n'a pas un effectif très très long, mais il a tellement bien jonglé, c'est-à-dire sortir un joueur de 3 minutes, parce qu'il a des joueurs qui peuvent jouer plusieurs postes. Tu peux sortir Al Horford et mettre Tatum au poste 4. Donc ça c'est pas un souci. Donc moi, je pense qu'il a bien géré ces 6-7 joueurs majeurs
pour faire en sorte que ça se passait bien. Est-ce que le supporting cast de Boston t'a donné quand même des gages? C'est ce qui faisait un petit peu peur quand même, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de bancs de rotation à Boston. Ah bon? Bah non, parce que alors, soit ça sera Horford, soit ça sera Porzingis qui sortira du banc. Laisse Fred parler, après j'interviens. C'est plutôt sérieux et sympa. T'as Sam Hauser qui met 8 points, je crois, qui fait un match plutôt correct et qui surtout peut envoyer 2-3 bombinettes assez sympas. Et Peyton Pritchard, alors oui, il n'est pas bon sur ce match-là, mais moi je pense que c'est un vrai bon joueur. Donc, t'as 8 joueurs qui sont capables de jouer quand même. Alors, par rapport à la longueur de banc. non, mais c'est pas des joueurs qui vont jouer 50 minutes, hein. Mais ils vont apporter leur pierre à l'édifice sur des moments ponctuels. Peyton Pritchard, il est à 0 sur 5 à 3 points, sauf que c'est pas une habitude pour lui. Normalement, il est capable de marquer. Donc tu as des mecs sur le banc qui vont apporter de l'énergie, qui vont apporter quelques points, mais t'as pas besoin d'autre chose. Quand tu as 5 ou 6 joueurs comme tu as devant, ça sert pas à grand chose d'avoir autre chose. Donc je pense que c'est bien géré de la part de Mazzulla. Je pense qu'ils feront le taf comme il faut. Et Sporting Cast, il est là. On l'a dit, hein, Tatum, il est qu'à 16 points. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas eu besoin de forcer son talent. Le jeu collectif est suffisant pour qu'il n'ait pas besoin de mettre 30 points, quoi. Ouais, pour moi, c'était toujours été un faux débat. Cette équipe était construite. La seule chose qui inquiétait moi, c'est les blessures. Oui, mais avec Porzingis. Mais le banc, il y a des joueurs qui comprennent bien leur rôle. Ils savent qu'ils ne vont pas jouer 15-20 minutes. Sam Hauser, qui rentre, il sait qu'il a catch and shoot. Ils sont tellement réglés. Que ces remplaçants, ils donnent des minutes. Pritchard, on l'a déjà vu, est très très important dans les matchs. Mettre 25 points, il peut le faire, on le sait. Donc oui, effectivement, en play-off, on réduit la rotation. Tu n'as pas besoin de jouer 8. Pat Riley a dit, tu joues 8, tu fais rentrer 7 et tu dépenses sur 8. Voilà, c'est tout. Mais tu as besoin d'avoir une ossature. Voilà, tout à fait. Le public a joué, j'ai l'impression. Il y avait quand même une grosse ambiance. Mais il va y avoir le même à Dallas. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, exactement. C'est évident, là, quand même. On fera des pronostics après, et juste Fred, je reviens sur le côté Jason Kidd. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Tu nous as pas donné ton avis. Ce qu'il doit apporter, c'est que je pense que la première chose qu'il a critiqué Jason Kidd, c'est le fait que le ballon ne circulait pas. Donc il faut trouver des solutions pour mettre plus de mouvement à la balle, parce qu'effectivement, quand Luka Doncic a le ballon tout le temps dans les mains, il va créer quelque chose, c'est sûr. Sauf que là, il a créé que pour lui. Il est bon quand il crée pour lui et pour les autres. Donc il faut qu'il y ait du mouvement autour, il faut que les gens se proposent. Et à un moment, il faut marquer un panier aussi. Hein. Parce que quand tu es à 25% de réussite à 3 points, ça devient compliqué. Il faut retrouver cette complicité entre lui et Kyrie Irving. C'est ça qui fonctionnait bien pendant les séries avant. C'est ça quand tout le monde était en train de dire, tiens, il se complète, un moment c'est un moment c'est l'autre. Moi, je trouvais cette nuit que c'était beaucoup trop un. Voilà, c'était Doncic, qui effectivement, il met plus de 30 poins, je crois. C'est souvent plus Doncic, mais Irving met des paniers importants souvent. Surtout dans le dernier carton, surtout dans les moments un petit peu plus durs. Ce qu'il était en train de faire n'était pas fluide. C'est la première fois aussi, un petit peu de frustration rentre dans le jeu de Kyrie Irving, où il a forcé des shoots, il n'était pas équilibré. Enfin, ça c'est pas un peu important pour lui, parce qu'il met des shoots impossibles. Mais c'est la première fois que je le vois pas très confortable, parce qu'il recevait pas le ballon en rip. On n'a pas fait des... C'est ça, Chris, ou c'est le fait que lui était pas bien? C'est un petit peu ça. C'est pas facile, parce qu'il y avait quand même le retour à Boston, il y avait un petit peu de pression. Non, tout à fait. Il y a tout un ensemble de choses où il s'est jamais installé dans son match. Pour toi, il y avait une certaine forme de pression, Fred. Je pense que même si c'est un mec un peu bizarre, je pense que c'est un mec intelligent. Et un mec intelligent, forcément, il réfléchit. Quand tu reviens dans un endroit où ça s'est passé comme ça s'est passé, forcément, tu réfléchis. Je pense qu'il s'est mis un peu la pression. Que Luka Doncic ne l'a pas mis dans les meilleures conditions parce qu'effectivement, il n'a pas toujours lâché les ballons quand il le fallait. Donc, il ne s'est pas mis en confiance. Mais il a voulu forcer les tirs parce qu'il a voulu être bon quand même. C'est le combo pour ne pas réussir. Clairement. Kyrie Irving, il est humain, ça on le sait, il est comme tout le monde, évidemment, il a entendu les Kyrie, donc... c'est bien dit. Non, pas besoin d'en dire plus. Sox, oui. On peut dire ça. Chris, tout allait bien et voilà. Tu sais quand tu m'invites comment ça se passe. Hein, donc, non, effectivement, il y a un peu de ça, mais souvent des joueurs comme ça, ils adorent ça. Ils adorent que ça c'est contre eux, ils veulent montrer. Je pense qu'il y a une combinaison des choses, hein, mais je préfère mettre plus de crédit à la défense de Boston, qui était vraiment physique avec lui, qui a vraiment le joué juste. Ça ne veut pas dire qu'il va éclater 35 et 40 points le premier match. Mais sur ce match 1, je ne pense pas qu'il était prêt pour ce genre d'organisation en face de lui. Je suis d'accord avec Chris, tu veux. Tu peux rester, Fred. Il y avait un joueur dont on n'avait quand même pas trop parlé et qui quand même continue sur sa lancée, c'est Jaylen Brown aussi quand même, qui a encore une fois été
décisif sur les deux côtés du terrain. On a vu des contres qui sont primordiaux et beaux en plus. 22 points en plus marqués. Il est sur sa lancée pour être aussi, pourquoi pas MVP. Écoute, moi, très sincèrement, en ce moment, je trouve qu'il est devenu le maître de cette équipe. Jason Tatum est plus un créateur. Tant mieux pour Tatum parce que ça montre énormément de respect vis-à-vis de lui. On a peur de lui. Mais son intelligence à Tatum aussi, contraire à l'année dernière où quand il était pas bon, il forçait. Il laisse, il laisse maintenant Jaylen Brown parce qu'il sait que ça va être bénéfique pour lui aussi. Et surtout, ça leur avance vers un objectif qui est le seul et unique dans tout leur tête, c'est le titre. Donc, quand tu peux jouer comme ça, effectivement, Jaylen Brown, il a élevé son niveau, mais incroyable. C'est un des meilleurs two-way players, attaque et défense qu'on a en NBA actuellement. En fait, on parlait de qui était MVP de ce match. Est-ce que c'était Porzingis ou est-ce que c'était Jaylen Brown? Alors moi, je pense que Porzingis a été un facteur X. C'est-à-dire qu'il a été hyper important dans un moment hyper chaud en sortant du banc. Il a été très bon. Sauf que Jaylen Brown a été bon à tous les moments, j'ai envie de dire, et surtout au moment où l'équipe d'en face était en train de revenir. Il te met des contres, il te met un gros shoot. Quand ils font le 14-0, c'était peut-être un petit peu important parce qu'ils étaient revenus à 8. Et 8, ça devenait compliqué. Donc, il a été là pour mettre le shoot, mais surtout bien défendre. Effectivement, des deux côtés du terrain, Jaylen Brown. Très fort. Et puis, comme Tatum, on sent qu'il en a encore sous le pied et que... Ah non, mais c'est... Voilà, il n'a pas forcé non plus, Honnêtement, à l'instant T, si on devait me demander un pronostic pour le MVP des finales, si Boston s'imposait, ça serait Jaylen Brown sans problème. Ouais, c'est sûr. Il va vite, Fred. On a fait un match. Donc, il a déjà un MVP. Mais c'est pour ça que j'ai dit si Boston s'imposait. Moi, j'ai une petite boule de cristal, moi. Et est-ce que tu l'as, ces stats aussi un stat. Allez, go. 70%, le vainqueur du Game 1, 70% de chances de remporter la bague au final. Oui. Je vais vous demander justement vos petites de sortir vos boules de cristal. Qu'est-ce que, après ce match 1, qu'est-ce qu'on peut envisager pour vous Moi, je veux bien commencer, Chris, si ça ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Est-ce que tu te rappelles quand ils ont commencé contre OKC? Dallas. Ouais. Ils ont pris 22. Ouais. D'accord, match 1. Ils ont perdu de 22. Ils ont gagné la série. Donc, honnêtement, la NBA, c'est chaque match un après l'autre. Ce match-là était important. L'important pour Dallas, c'est d'en gagner un des deux. Ok, ils ont pris une rousse sur le premier, mais il en reste un deuxième. On sait que Kyrie sera meilleur, c'est obligatoire. Donc, pour moi, c'est difficile de vraiment juger sur ce premier match. Oui, c'est un indicateur que Boston est une très bonne équipe et qu'on a souvent critiqué leur chemin pour arriver en finale, sauf que c'est quand même une très belle équipe. Mais aussi, ça veut pas dire grand-chose, finalement. Oui, tu ne gagnes pas 60 matchs, plus de 60 matchs comme ça, sans être une très bonne équipe, avec les marges énormes, quand même. Je ne me souviens plus, parce que je ne suis pas un homme de stats. Énorme, un nombre de matchs gagnés de plus 15-20 points, donc dominante. Donc, effectivement, mais par contre, quand tu as un objectif extrêmement élevé comme ça, parce qu'ils ont peu de marge. Tout le monde dit, on entend ça aussi, c'est le titre ou rien. Ça, je ne suis pas d'accord non plus. Mais ils savent qu'il faut qu'ils gagnent les deux matchs chez eux pour commencer cette série. S'ils le font, ils restent grands favoris. S'ils ne le font pas, ils partent à Dallas à 1-1. Fais gaffe à Dallas parce que oui, je pense qu'ils vont se réveiller. Et puis aujourd'hui, comme Freddy l'a bien dit, merci Chris. Comme ça, il peut rester. Finalement, vous allez bien vous entendre. On est le NBA de 2024. On a tellement de fois, on a vu une équipe perdre de 30-35 points et 2 jours plus tard, gagner de 30 points. C'est la vérité du jour et c'est la préparation. C'est des adaptations rapides qui peut le faire. Et je pense que c'est là qu'on va avoir un sacré bras de fer. Sachant que Boston a perdu à chaque fois le match 2, à chaque fois. Sauf contre Indiana. Sauf contre Indiana. Non, mais surtout contre Indiana, c'est pas vrai. Toujours, tu vois, il n'a pas ces stats-là. si, je l'avais. Mais contre Miami et... Oui, bon, ouais. Bon, non, ça vous... Non, ça me touche pas la peur. Non. Bon, on va suivre ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter, qui vous a marqué
sur ce qu'il faudra regarder par la suite. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Hein, mais... Ouais, non, je pense qu'on va continuer de se régaler un peu parce qu'on a 2 équipes qui jouent. C'est pas des équipes qui ont du jeu fermé. C'est pas des équipes qui ont une seule façon de jouer. Il y a beaucoup de créativité sur le terrain. On a des artistes quand même. On a 7-8 des meilleurs joueurs NBA actuellement en train de se battre. Donc, ça va être intéressant de voir la suite. J'ai hâte. Boston dépendant énormément parce qu'ils ont un gros volume de shoot à 3 points. On va voir s'ils ont la même adresse. Début de match important aussi pour match 2. Donc, je ne sais pas s'ils vont mettre Porzingis sur le banc. Décidément. Tenter forcément pour les Mavs de descendre le pourcentage de réussite à 3 points. Parce que c'est vrai qu'ils sont encore à quasiment 40%, ils sont à 38, je crois, de mémoire. Je pense que tu le sais mieux que moi. Donc concrètement, avec un gros volume, forcément, ça fait beaucoup de points. Il va falloir essayer de réduire ça et surtout essayer de se trouver enfin en attaque. Parce que si le ballon ne circule pas et que le ballon reste dans les mains de Doncic, ça peut finir en 4-0, ça. Oui, et puis Dallas avait tellement peur des qualités de 1 contre 1 des joueurs de Celtics qu'ils ont laissé un peu de marge à l'extérieur. Et là, il va falloir le serrer et prendre le risque parce qu'il faut absolument qu'ils enlèvent ces shoots à 3 points et puis voir si Gafford et Lively peut élever leur niveau pour mieux protéger le cercle. Et bien voilà, vous avez déjà toutes les clés grâce à ces messieurs pour le Game 2 qui sera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. On a déjà hâte. D'ici là, vous pouvez aussi les retrouver bien sûr dans l'émission NBA Extra dans quelques minutes. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes ces finales. Et on vous dit à très bientôt. Salut. À bientôt, merci. Bye.